à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. À la une de l'actualité internationale, au Mali, Human Rights Watch dénonce une nouvelle escalade des violences contre les civils et accuse les groupes djihadistes, l'armée malienne et ses alliés russes de graves violations du droit international humanitaire. En Guinée, le Premier ministre Amadou Ouriba rejette les accusations de piège de la dette liées à la coopération avec la Chine et appelle les pays africains à assumer leur part de responsabilité dans leur endettement. Et puis, au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran annoncent une suspension provisoire de leurs attaques mutuelles et prévoient des pourparlers à Doha dans l'espoir d'un apaisement des tensions. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre au Mali, Human Rights Watch dénonce une recrudescence des violences contre les populations civiles. Dans un rapport publié ce lundi, l'ONG accuse aussi bien les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda que l'armée malienne et ses alliés russes de l'Afrique accordent d'avoir commis de graves violations du droit international humanitaire. L'organisation appelle à l'ouverture d'enquêtes indépendantes afin que les responsables répondent de leurs actes. Human Rights Watch dresse un bilan alarmant des violences commises contre les civils au Mali. Dans un rapport publié ce 29 juin, l'ONG dénonce de graves violations du droit international humanitaire commises depuis les offensives du 25 avril qui ont marqué un tournant dans le conflit. Ce jour-là, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, alliés aux indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, avaient notamment pris le contrôle de Kidal et tué le ministre malien de la Défense. Les forces armées maliennes appuyées par les mercenaires russes de l'Africa Corps ont depuis intensifié leurs opérations de contre-insurrection. L'organisation fait état d'au moins 13 civils tués et 25 blessés à Gao et Kidal, de plus de 40 véhicules civils incendiés en mai, ainsi que d'une aggravation des pénuries de carburant et d'électricité. Le rapport met également en cause l'armée malienne pour des frappes de drones meurtrières, ayant notamment coûté la vie à 12 enfants à Guimbé et à 10 civils lors d'un mariage à Téné.
Human Rights Watch affirme aussi avoir recensé 38 victimes civiles, dont 23 enfants au cours d'opérations menées dans le centre du pays. L'ONG appelle les Nations Unies et l'Union africaine à soutenir des enquêtes indépendantes afin de lutter contre une impunité qui, selon elle, alimente la poursuite des exactions. En Guinée, le Premier ministre Amadou Ouriba rejette les accusations de piège de la dette visant la Chine. Selon lui, les difficultés d'endettement rencontrées par certains pays africains ne peuvent être imputées uniquement à Pékin. Il estime que les États concernés doivent aussi s'interroger sur leur propre gestion économique et financière. Cette déclaration intervient dans un contexte où les investissements choisis sur le continent continuent d'alimenter le débat. Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a rejeté les accusations de piège de la dette portées contre la Chine, soulignant que certains pays africains devraient chercher la cause profonde du problème en eux-mêmes. Non, je veux être très clair. L'aspect le plus fondamental, c'est la capacité du gouvernement africain, et surtout du nôtre, à être en capacité d'avoir la logique, l'intelligence, de savoir quelle est la meilleure approche pour utiliser des opportunités pour servir les intérêts de nos pays et de nos populations. Si par contre, nous nous lançons dans une aventure où nous croyons que c'est l'autre, c'est-à-dire avec la coopération chinoise qui va amener le développement dans notre pays, qui va amener que nous puissions avoir tout le reste sans que nous ne jouions notre part en assumant la responsabilité et les efforts indispensables pour réussir, pour aller de l'avant, il va de soi que ce ne serait pas, disons, une logique intéressante pour nous. Amadou Ouriba a souligné que certains pays africains devraient analyser leurs propres défaillances en matière de gouvernance plutôt que de rejeter la faute sur leurs partenaires de coopération extérieure. Dans un autre registre à présent, les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre pour l'instant leur attaque mutuelle. Les deux pays prévoient également des discussions ce mardi à Doha, au Qatar. Cette décision marque une tentative d'apaisement après plusieurs semaines de forte tension dans la région, même si la situation demeure particulièrement fragile. Les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre pour l'instant leurs attaques mutuelles et de tenir des pourparlers mardi à Doha, la capitale du Qatar. Cette rencontre viserait à régler leurs différends concernant le détroit d'Ormuz. Les pourparlers de mardi devaient initialement se tenir en Suisse et porter sur le programme nucléaire iranien. Cependant, la recrudescence des tensions dans le détroit a conduit à leur transfert à Doha, recentrant les discussions sur la sécurité maritime dans cette voie navigable stratégique. Lors des négociations en Suisse, il y a une semaine, la délégation américaine s'était mise d'accord avec l'Iran pour mettre en place une ligne directe entre l'armée américaine et le corps des gardiens de la révolution islamique iranien afin de coordonner le trafic dans le détroit d'Ormuz. Toutefois, samedi, cette ligne directe n'était toujours pas opérationnelle. Les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles iraniennes vendredi et samedi, invoquant l'agression continue de l'Iran contre la navigation marchande dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a riposté en frappant des positions militaires américaines dans la région. Par ailleurs, en Europe, la France fait face aux conséquences d'une vague de chaleur exceptionnelle. Les autorités ont enregistré près de 1000 décès supplémentaires par rapport au mois précédent. Cette hausse de la mortalité entraîne une saturation des services funéraires, certains étant contraints de refuser temporairement la prise en charge de nouveaux défunts. Bien que l'alerte rouge canicule ait été levée, les autorités restent vigilantes. Plus de détails dans cet élément. La vague de chaleur extrême qui s'est abattue sur la France ces 10 derniers jours pourrait s'être avérée particulièrement meurtrière, avec près d'1 millier de plus de décès enregistrés depuis le 24 juin par rapport au mois précédent, un pic de mortalité auquel les services funéraires peinent à faire face. Nous, on a à peu près une quinzaine de décès en tant que PME. Nous ne faisons pas en fait 15 familles en 2 jours. C'est pas possible en fait. En général, on est sur 3-4 familles. Donc là, effectivement, on est x2, x3 sur la situation.
Et en fait, c'est surtout qu'on ne peut pas répondre immédiatement en fait, aux demandes des familles, puisque on ne sait pas en fait, où emmener les défunts. Santé publique France précise que le nombre de morts devrait être revu à la hausse. Certains certificats de décès, notamment ceux de personnes décédées à domicile ou en établissement pour personnes âgées, n'ayant pas été transmis par voie électronique. Depuis la semaine dernière, on a des demandes de plus en plus et depuis ce week-end, notre funérarium est complet. On n'a plus aucune seule place et c'est dû à la canicule. Nous avons proposé aux autorités de mettre ce qu'on appelle des containers frigorifiques devant notre funérarium. On est en attente de leur accord. À Paris, la mairie a annoncé l'installation de 2 unités temporaires de stockage des corps dans des morgues municipales. Et puis nous terminons par cette actualité. Au Venezuela, les opérations de secours se poursuivent après le double séisme survenu la semaine dernière. Les recherches se concentrent sur les personnes toujours portées disparues. La catastrophe a aggravé la situation d'un pays déjà confronté à une profonde crise économique et sociale, compliquant davantage les efforts de prise en charge de sinistrés. Reportage à suivre. De ses propres mains, El País, le quotidien espagnol, évoque des opérations de secours précaires, sans moyens, alors que les autorités disent retrouver jusqu'à 20 corps chaque heure qui passe. Les sinistrés rencontrés par le quotidien français Libération dénoncent, je les cite, l'incurie d'un pays rongé par la faillite économique, les dérives autocratiques et les pressions américaines, un pays qui était déjà, selon eux, en ruine avant le séisme. Le gouvernement socialiste révolutionnaire du Venezuela a résisté au soulèvement, à l'isolement international et à la destitution de son dirigeant Nicolás Maduro par les forces américaines. Mais il est confronté aujourd'hui à son plus grand défi, la colère face à sa réponse insuffisante, raconte le Financial Times, quotidien britannique, dans une tribune publiée par le quotidien espagnol El Mundo. L'opposant vénézuélien Julio Borges Junien écrit que le séisme n'a pas causé la destruction du Venezuela, mais qu'il l'a rendu visible, que la destruction causée par le tremblement de terre a été soudaine et violente, mais que la blessure infligée à l'âme du Venezuela par le chavisme a été lente, délibérée, intentionnelle. Une âme vénézuélienne qui respire encore, selon lui, à travers la multitude des gestes de solidarité de ses concitoyens face à un gouvernement qu'il juge à la fois incompétent et illégitime. El Nacional, qui est un quotidien vénézuélien d'opposition, salue le courage, lui aussi, de ses compatriotes, aguerris à la résistance durant 27 années de destruction nationale et qui affrontent aujourd'hui des montagnes de décombres, seuls, armés de leurs seules ressources. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun sur Esaü TV.